Bienvenue à tutti, le retour de Sadera et l'émission vélo la moins active pendant les grands tours. Ça n'a pas été le cas de Primož Roglič qui a remporté donc ce 106e Giro de l'histoire. On va décrypter ces 3 semaines de course à travers de grands thèmes. Et on a aussi un gros on n'attaque pas qui nous attend. Le sprint final avec cette question: peut-on se priver de Thibaut Pinot en juillet? On reviendra bien sûr sur sa Dolce Vita en Italie ou pas, peut-être. Et puis dans les paris, on profitera pour parler du Dauphiné qui arrive très très vite, l'habituelle répétition avant juillet. Mais est-ce toujours une répétition générale? On le verra tout à l'heure, on se posera la question. Pour m'accompagner dans cette superbe émission, il est revenu de vacances, il est beau, il est bronzé. Jérémy, c'est avec... Non, pas bronzé? Non, pas bronzé, j'étais à la montagne, donc pour bronzer, c'est pas... Il y a du soleil quand même. Oui, on n'a pas vu beaucoup le soleil. Mais ouais, en pleine forme et écoute, prêt pour débriefer ce Giro et parler un petit peu de ce Dauphiné. Et on a aussi celui pour qui ce Giro s'est terminé après une semaine. James Odwart est avec nous aujourd'hui. Salut James. Salut à tous. Bon, t'as regardé qu'une semaine, ça va être dur pour décrypter les deux autres semaines, mais bon, c'est pas grave, tu seras déjà meilleur que Anthony Nicolas. Tu vas te regarder plus qu'Anthony. Ah, ça l'a pas fait rire. Ouais, c'est pas difficile. C'est pas difficile en même temps. Pas de blague sur Remco, c'est encore un petit peu touchy. C'est vrai que c'est un peu touchy encore. On a aussi du monde dans le chat, on lui dit bonjour et tout. Alors, Samish 12000, ça vient de l'Aveyron, évidemment. Très belle région. Ça commence déjà à faire des blagues dans le chat, je préfère rien dire. Est-ce que vous êtes prêts pour le Giro? En attendant, c'est parti pour le débrief. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Et donc le départ avec ce débrief du Giro, Roglič qui rentre dans la cour des grands, des très grands, 4e grand tour remporté avec ce Giro. Il revient au niveau de Roberto Heras, qu'on embrasse bien sûr, Roberto Heras. Il y en a 4. Mais 4 sur le même. Oui, sur le même. Donc là c'est un peu plus fort. Oui, Tony Rominger qui a exactement les mêmes grands tours que Roglič. Et donc Vincenzo Nibali, qu'on ne décrit pas, puisque tout le monde le connaît un petit peu. Grâce donc à un dernier chrono en montagne surtout, Roglič a renversé Geraint Thomas. Ça a quand même été un petit peu long, Jérémy, à se dessiner. Est-ce qu'on a douté de Roglič pendant un petit moment? Parce que c'est vrai que c'était le favori après cet abandon, le grand favori après cet abandon de Remco Evenepoel. Je serais tenté de te demander de qui n'a-t-on pas douté tout au long de ces 3 semaines. Parce que sûr. Même Remco Evenepoel, avant de partir, alors il avait le Covid, etc., certainement diminué, mais on a aussi douté de lui. On a douté de Thomas, on a douté de Roglič, on a douté d'Almeida. Les étapes s'enchaînaient avec quand même très peu d'action, ça on y reviendra, mais avec également très peu d'écart, un niveau relativement homogène. Un coup, il y en avait un qui prenait un petit ascendant. Un coup c'était un autre, donc au final on a douté de tout le monde et on a eu quand même la chance d'avoir un épilogue à suspense, ce qui n'est pas le cas sur tous les grands tours. C'est un des rares motifs de satisfaction quant à la lutte pour le classement général et oui, j'ai douté de Roglič comme j'ai douté de tous les autres. Alors est-ce que James a douté de Primož Roglič pendant ces 3 semaines de Giro? Un petit peu quand même quand il a été lâché là, dans une étape de montagne où il a pris quelques secondes par Geraint Thomas. Mais par rapport au chrono final, je me disais que ça allait quand même bien se terminer pour lui. Je me disais ça devait, quelque part après l'abandon de Remco, ça devait être un peu son destin, vu la défaite à la Planche des Belles Filles il y a quelques années. Je me dis, il va quand même pas perdre 2 grands tours consécutifs sur un chrono en montagne. Donc j'étais assez serein en fait samedi sur le fait qu'il puisse renverser la situation et tout s'est mis en fait dans un scénario où même la poisse qui lui a quand même collé au basque, même ça n'a pas été suffisant. Donc vraiment c'était son histoire d'aller chercher ce Giro et bravo à lui. Alors, avant de continuer sur Roglič, j'ai une première question pour toi, Jérémy. Pour Filippo Ganna. Ouais. Est-ce que Jérémy a douté de Ganna? Tu connais Filippo Ganna a quand même fait 2 du chrono. Alors oui, il n'a pas gagné, mais le pauvre était malade aussi, donc je pense qu'il était diminué dès le départ, ce qui a faussé la donne. Oui, malheureusement pour toi. Bon, non, on parlait de ce chrono, donc avec Primož Roglič qui a renversé Geraint Thomas sur ce chrono. Il y a aussi un petit quelque chose que je voulais dire par rapport à ce contre-la-montre. On l'attendait, on l'avait dit avant ce Giro, c'était le grand moment. Peut-être un moment qui allait coincer un petit peu tout le monde, c'était un petit peu le cas. Les 5 premiers du chrono, ce sont les 5 premiers du classement général. Alors du coup, voilà, cette question, est-ce qu'on s'est fait chier jusqu'à ce chrono, Jérémy? Est-ce que tu t'es ennuyé en regardant les étapes avant ce chrono? En regardant les étapes, non. En regardant la lutte pour le classement général, oui, on s'est tous ennuyés. Oui. On va être clair, on va pas se mentir. Je pense quand même que l'absence de Remco y a beaucoup joué.
Oui. Parce que Remco, c'est le genre de garçon à mettre le feu aux poudres de loin et qu'il aurait fallu très certainement, pour le faire vaciller, être plus offensif, prendre plus de risques. Donc là, à partir du moment où on s'est retrouvé avec un casting assez homogène en ce qui concerne les 3, voire les 4 premiers, tout le monde s'est un petit peu regardé. Et c'est vrai, et James en avait parlé sur la preview d'avant Giro, ce dernier chrono a cristallisé toute l'attention, ce qui est dommage. Mais ce qui est malheureusement la réalité, tout le monde l'a dit. Primož Roglič d'ailleurs était tellement focalisé sur ce chrono qu'il l'avait préparé soigneusement durant tout l'hiver. Je crois qu'il l'avait monté à vélo, à pied, il connaissait chaque recoin. Donc on peut pas vraiment leur en vouloir. Et bravo à Roglič, puisque tous les autres qui ont joué ont perdu. Oui, c'est vrai, parce qu'on aurait pu essayer de lâcher un petit peu avant, notamment Ineos, mais bon, on viendra sur toute cette stratégie un petit peu plus tard. C'est d'abord sur ces 3 semaines pour faire un bilan. James, tu l'avais annoncé, tu as eu raison, cette 3e semaine, et même ce dernier chrono a bloqué un peu tout le monde. Sans surprise. Sans surprise. Vu le niveau de difficulté du chrono, je pense que les pourcentages, là, le niveau de difficulté de ce col est tellement impressionnant. C'était quand même pire que la planche des belles filles, hein, ce col. Hein. C'était 7,8 km à 11,5 de moyenne, si je ne me trompe pas. C'est hallucinant pour terminer un Giro, surtout en chrono. Il y avait moyen de faire des différences énormes. Ma seule surprise, en fait, c'est de constater les écarts entre le premier et le 10e, là où je m'attendais quand même à avoir 3-4 minutes. Finalement, c'est encore resté assez homogène. Finalement, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu du début jusqu'à la fin, un niveau très homogène. Certes, Roglič et Thomas étaient au-dessus, mais ils n'avaient pas non plus un boulevard d'avance sur leurs concurrents directs. Donc finalement, le chrono a mis tout le monde à sa place et était finalement le reflet du plateau, en fait, du niveau de ce Giro. Donc on a parlé donc de ces favoris qui ont été un petit peu coincés avant ça à cause de ce chrono, de cette 3e semaine. Il y a aussi cette météo qui n'a rien arrangé, ces maladies. Enfin, il y a un petit peu de tout. C'est ça qui a fait que on était un peu, je sais pas trop comment dire, on était un peu patient pour voir ce qui allait se passer, parce que voilà, on avait peur de la maladie. On a une météo, c'est vrai qu'on a du mal à s'en remettre. Il y a des coureurs qui disaient franchement, ceux qui terminent ce Giro, c'est vraiment des costauds. Bon, même si c'est pas le Giro record en termes d'abandon, c'est quand même un Giro particulièrement difficile. Oui, puisqu'ils ont fini à 125, donc forcément ça fait pas grand monde. Le Covid, je vais le mettre de côté, il a eu un impact énormissime sur la course, mais je pense pas que ça ait vraiment atteint les rescapés qui n'ont pas été touchés. La météo a forcément joué, ça c'est sûr. Psychologiquement, physiquement, certains ont eu des stigmates, certains sont tombés, notamment Roglič. Remco, j'en parle pas, mais parce que lui a pris la porte de sortie plus tôt, mais lui aussi, après la 5e étape, a pu aussi en souffrir et plonger dans une forme de doute. Maintenant, je pense que le facteur numéro 1, ça reste cette 3e semaine, avec ce chrono, mais pas que, avec énormément de dénivelé. L'étape des Trecemi di Lavaredo avec 5 cols où il ne s'est strictement rien passé. Tous les organismes étaient usés, la météo a forcément joué, même si ça s'est quand même un petit peu amélioré en 3e semaine. Mais ça, je serais tenté de te dire, c'est l'eau du Giro. Moi, j'ai le souvenir, par le passé, je regarde le Giro depuis 15 ans, j'ai toujours vu des éditions dantesques. Rares sont les années où tu ne traverses pas des épisodes plus neige. Il peut y avoir de la neige aussi. Donc, ça fait partie du Giro. Tu as moins ça sur la Vuelta, évidemment, parce que c'est l'Espagne, c'est plus sec et c'est plus proche de l'été. Tu as un peu moins ça aussi sur le Tour de France. Quand tu vas au Giro, tu sais que tu peux te prendre des radés. Bon, là, ils n'ont vraiment pas eu de chance pendant 2 semaines. Malheureusement, il y a eu des étapes épiques, mais quelque part, ça fait aussi un peu partie du jeu. Les conditions dantesques, c'est une excuse, James, pour ce Giro ? Oui, complètement. On avait des gars qui étaient paralysés par déjà les conditions, mais aussi paralysés dans l'idée de faire de l'effort de trop et surtout d'aller contracter l'un ou l'autre virus, outre le Covid, le simple fait de tomber malade. Donc, franchement, on était très, très prudents. Ça s'est amélioré au fur et à mesure du Giro. Le temps s'est amélioré, les mesures sanitaires aussi se sont améliorées après l'abandon de Remco. Donc, ça a été de mieux en mieux, mais il y avait encore évidemment ce paramètre de la dernière semaine dantesque et de ce chrono final qui a fait en sorte que
au décompte final, si on additionne tous les éléments bout à bout, ben oui, ça pouvait donner qu'un scénario un peu attentiste, un peu voilà, pour les amateurs de spectacle. Mais voilà, on est resté un peu sur sa fin. Mais il faut quand même rappeler aussi que avoir 21 étapes où c'est le festival tout le temps, ben, c'est pas possible. Il n'y a pas un seul grand tour où c'est le festival pendant 21 jours. Il y a des étapes où on se fait chier. Et ça aussi, ça fait partie d'un grand tour. Se faire chier, bah, ça fait aussi partie du jeu. C'est tout à fait vrai, mais il faut quand même pas oublier quelque chose, c'est qu'il y a eu un tournant à partir de l'abandon d'Evenepoel, parce que ça avait commencé à bagarrer. Rappelez-vous, Roglic qui avait repris un peu de temps avant le chrono, etc. Sur des étapes qui étaient quand même moins propices. Ça laissait augurer d'une belle bagarre. J'ai l'impression que le départ de Remco a calmé un petit peu tout le monde en mode bon bah le grandissime favori n'est plus là, maintenant bon bah tranquille, on va attendre la 3e semaine. Ça a enlevé un poids à tout le monde, ça a enlevé de la pression, puis ça a enlevé aussi cette envie de déclencher des offensives de loin. Ah oui, mais complètement, hein. Remco est un coureur de panache. Outre son talent, il a pas peur. Donc évidemment, si en plus on enlève les gars qui sont supposés dynamiter le bazar, ben, forcément ça devient compliqué. Bon, finalement, la prochaine fois, on fait un truc, on se fait juste un chrono en côte sur le Giro, et comme ça fait une journée, on n'est pas obligé de s'ennuyer, et puis tout le monde est content pour le classement général, parce que le reste des étapes, qui s'est régalé, bah, ce sont les échappés, les coureurs qui avaient envie d'aller remporter des étapes. C'est ça qu'on retient, plus que l'ennui des favoris, Jérémy ? Oui, bah, je préfère retenir les points positifs, parce que ça reste le Giro, une des plus belles courses du monde, qu'on a eu des belles étapes quand même, avec une lutte acharnée pour les échapper. Ce qui, rappelons-le quand même, sur le World Tour avant le Giro, ne s'était jamais produit en 2023. Pas une seule échappée n'était allée au bout sur quelconque course du début de saison. Donc là, tout le monde s'est bien vengé. On a eu des révélations, on en parlera tout à l'heure. On a eu des belles étapes, on a eu des beaux sprints avec du suspense pour le classement général aussi, parce que malgré tout, bah, ça reste en mémoire. Un petit peu comme l'an passé, hein. L'an passé, on n'a pas eu le meilleur Giro du monde, mais on a eu la bagarre entre Carapaz et Hindley jusqu'à la dernière étape de montagne. C'est vrai. Et ça, c'est pas le cas tout le temps. Donc oui, pour ça, moi, je préfère retenir les points positifs. Et puis globalement, c'est ce qu'on retiendra de ce Giro dans 5 ans. Bon, il y aura évidemment Pinot, on l'évoquera tout à l'heure en deuxième partie. Mais nous, Français, on est un peu obnubilés par ça. Les autres retiendront le suspense. Ce dernier chrono, c'est l'image qui restera en mémoire. Et puis certainement aussi quelques noms qui ont été révélés sur ce Tour d'Italie. James, alors toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce Giro ? Ça t'a fait plaisir quand même de regarder ? Tu t'es pas qu'ennuyé en regardant les favoris se regarder dans le blanc des yeux ? Non, mais bien sûr que non. Il y a toujours les paysages. Hein. Ça reste un beau pays. Hein. Non, mais sérieusement, blague à part, c'est vrai. Mais non, les échappés, oui, c'est bien. Hein, vu qu'ils étaient tous en échec depuis le début de la saison, donc c'est cool d'avoir eu l'attraction là, Derek. Il ne faut pas confondre avec Derrick, tu vois. Donc là, Derek, bon voilà, c'est niveau. On est dans les opposés total. Mais finalement, l'ennui des favoris a fait en sorte qu'on a, et là je vais être un peu chauvin pour une fois dans cette émission, bah, ça a permis de voir un Lorenz de plus ressuscité. Nous, on était dépressifs après l'abandon de Remco. On a tous éteint notre télévision pendant 2-3 jours en se disant merde, c'est pas possible. Et puis finalement, on a quand même trouvé un peu d'intérêt en voyant un Lorenz de plus 10e du classement général. Premier Belge quand même dans un top 10 du Giro depuis Thomas de Ghent. Bah voilà, c'est quand même ça fait plaisir quoi. Voilà, après toutes ces années de galère pour le petit Lorenz de plus, ben voilà, il est toujours là, c'est bien, c'est cool. De plus qu'on avait laissé sur le Tour de France 2019 et je crois pas dire de bêtises en disant qu'il avait plus recouru de grands tours depuis et qu'il avait été quand même sacrément bon et plutôt précieux dans le collectif de la Jumbo. Hein. Ouais, et puis il y a aussi je crois qu'il fait un bon Tour de Lombardie, je crois, ou un truc comme ça, derrière Fuglsang de mémoire, ça reste un coureur avec énormément de qualité, C'était Bennett qui avait fait 2 jeux. Les gens m'en parlent encore. Hein, c'était vraiment un des meilleurs jeunes, des meilleurs espoirs. Et il n'a jamais eu la carrière à la hauteur de son talent. Hein. Bon, ça, il y en a beaucoup, malheureusement. Un top 10 de plus dans son palmarès. Ah, voilà, je me suis dit, je le sentais venir, parce que, vous savez, ici, dans nos superbes studios, on est ensemble. Donc toujours un humour très fin. Ouais, j'attendais une petite blague là-dessus. Bon, on a retenu, donc vous avez retenu un petit peu ces échappées, Lorenz de plus, mais je vous ai demandé vos 3 points avant de parler avec précision les choses les plus importantes de ce Giro, notamment Roglic, Thomas, etc. Alors, vos 3 points. Jérémy, tu commences. Qu'est-ce qui t'a plu sur ce Giro ? Alors, premier point, le beau Giro des Français. Ouais.
Parce qu'il y a une étape, parce qu'il y a un port du maillot rose qui est quand même venu de nulle part et ça faisait une éternité qu'on l'avait plus eu. Et puis il y a quand même le gain d'un maillot distinctif. C'est quand même assez rare les grands tours où on a autant de bouquets. Deuxième point qui me semble important, c'est de souligner que Primož Roglič a enfin pris sa revanche de la planche des belles filles, même si ce n'est pas le tour évidemment et que ça ne lui rendra jamais le maillot jaune. Et le troisième point, ça c'est une considération un peu personnelle. Très heureux de la victoire de Cavendish. Et je pense que ça a ravi également énormément de coureurs dans ce peloton. On l'a vu sur cette dernière étape. Je crois qu'il a mis un temps fou à arriver au podium parce que tout le monde l'a félicité, des plus jeunes aux plus vieux. Pour tes 3 points, on aura le temps d'en discuter gentiment dans la suite de ce débrief. James, les 3 points. Je vais dans la lignée du dernier point pour revenir sur les sprints. 7 sprints massifs, 7 vainqueurs différents. Oui. Voilà, pour moi, ça c'est quand même assez marquant. Serge de Lantan-Milan semblait le plus fort, mais on a quand même 7 vainqueurs différents. Deuxième point, tout ce qui est organisation et parcours, franchement là c'est un gros raté, parce que l'organisation a beaucoup de choses à analyser et ce parcours était complètement déséquilibré avec ce chrono qui a vraiment cristallisé tout le bazar, qui a rendu la course chiante pour le classement général, même si avec Remco, ça aurait peut-être pu donner autre chose, mais de base, je trouvais vraiment déjà ça horrible. Les mesures sanitaires prises trop tard, enfin bref, un festival. Et puis, j'avais noté le Covid qui a fait son retour et bouleversé le Giro, mais finalement, je dirais Roglič qui gagne en ayant la poisse. C'est-à-dire, il est tombé une fois et lors du chrono final, il a quand même un saut de chaîne. Et malgré que ça reste du Roglič, eh bien, il gagne quand même. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez, je trouve, assez énorme. J'aurais pas cru, franchement, quand je l'ai vu tomber, je dis c'est pas vrai. Il va nous faire encore une Roglič parce que c'est pas le coureur qui tient le plus sur son vélo. C'est pas un secret pour personne. Et finalement, malgré ça, malgré le saut de chaîne, je me dis mais c'est pas vrai, il va quand même pas perdre là non plus. Et bien finalement, malgré ça. Malgré tous ces facteurs-là, plus les abandons, les forfaits dans son équipe avant même le Giro, tout était écrit pour que Roglič se plante sur ce Giro. Et malgré tout ça, il va au bout. Et ça, c'est beau finalement. Un mot quand même par rapport au fait qu'il est déraillé. Moi, j'ai quand même du mal à adosser le terme de poisse à ça. C'est quand même pas la première fois cette saison que le monoplateau des Jumbo fait défaut. C'est dommage qu'Anthony ne soit pas là, parce qu'on en avait déjà parlé dans le sprint à San Remo pour Van Aert. Il avait déjà eu des problèmes sur la saison de cyclocross. Là, c'est Roglič. C'est une bosse qui... Oui. Donc moi, en termes de technique et de matériel, j'avoue que je suis un petit peu dépassé, mais ce serait intéressant quand même de consacrer une partie dans un futur podcast avec des purs techniciens, avec Anto ou avec Steve, pour qu'ils nous expliquent vraiment en quoi ça joue. Mais ça fait quand même beaucoup de détails qui s'accumulent et les gains marginaux chers à Ineos se sont démocratisés ces dernières années dans le peloton. Et là, j'ai l'impression quand même qu'on perd beaucoup plus que des gains marginaux à chaque fois dans l'opération. Et finalement, ce monoplateau pour l'instant ne fait pas l'unanimité. Alors dans le chat on retient aussi Grande Sasso avec la bagarre pour les 3 coureurs qui n'auraient jamais imaginé se disputer la gagne. Grande Sasso avec la victoire duquel Baïs, c'est David, c'est ça, David et Baïs, c'est ça, et le petit Vacek, etc. Donc une course à visage humain, voilà ce que dit Fricadelle, qui doit être du Nord, je suppose. Voilà ce qu'on dit dans le chat. Sinon, alors, par rapport au matos, ça va. On a déjà parlé de la SRAM, notamment, qui fait ce genre de choses et qui dit c'est à cause de ça que ça a déraillé, mais il n'y a pas encore d'experts dans le chat. Voilà donc pour les 3 points. Bon, j'ai noté, on va parler de tout ça et on va commencer par Roglič. On en est déjà en train d'en parler avec ce déraillage, ça tombe bien, cette émission porte ce nom. Mais juste... 4e grand tour pour Roglič, la marque des grands, je pense, Jérémy. Là, on commence à rentrer dans du lourd. C'est 11e dans l'histoire. En gros, c'est le 11e en termes de grand tour gagné. 11e du classement, quoi. Oui. Alors, il ne fait pas partie des très grands, parce qu'il n'a pas gagné le tour, mais il fait partie des grands. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ces 4 grands tours, il y a un monument. Il y a un titre olympique, il y a des courses par étapes prestigieuses, il y a Paris-Nice, il y a le Dauphiné, il y a le Tour de Catalogne. C'est un coureur qui vient du saut à ski, qui est venu un petit peu plus tard à vélo et qui, un petit peu à la manière d'un Remco Evenepoel, a brillamment réussi sa reconversion, entre guillemets. Donc c'est déjà un coureur qui a marqué l'histoire. Donc oui, pour moi, il fait partie des grands, pas des immensissimes champions. C'est pas Eddy Merckx, c'est pas...
c'est pas fausse copie, c'est pas non plus un Alberto Contador, mais il commence à se rapprocher des très bons. James, alors avec Primož Roglič d'ailleurs qui devrait faire le Tour de Suisse, hein, c'est les médias suisses qui ont annoncé, parce que c'est la course qui lui manque, la course par étape d'une semaine qui lui manque, parce que sinon en termes de course par étape, il lui manque un petit Tour de France, hein, si j'ai bien compté. Donc voilà, James, par rapport à Roglič. Vu le temps passé dans le peloton, c'est-à-dire depuis 2013, quand on se construit un palmarès pareil, 4 grands tours, un monument et un titre olympique, et toutes les courses par étape d'une semaine, à l'exception du Tour de Suisse, c'est quand même très très sérieux. Mais Jérémy a tout dit, c'est un grand, mais pas encore un tout grand, quoi. Il faut encore aller chercher un tour pour ça, hein, et voilà, il n'y a plus que ça. Bien sûr, on peut dire, oui, on peut encore être champion du monde, bien sûr, mais lui, ce qui le motive, c'est d'abord le Tour de France. Donc, à voir maintenant, il lui reste quelques années. Mais ce sera pas facile. Non, ce sera pas facile au vu de la concurrence, et je pense qu'il ne reste pas énormément de spots. Et justement, c'est ça que je voulais aussi demander. Est-ce qu'il doit aller faire le Tour de France parce qu'il est sous contrat, je crois, jusqu'en 2025 de mémoire, Primož Roglič. Il a quand même un certain Jonas Vingegaard dans l'équipe qui, normalement, sera leader du Tour dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'il peut faire, Roglič, pour aller chercher ce Tour de France ? Montrer qu'il est meilleur que Vingegaard, c'est ça ? C'est sa dernière chance, parce que jusqu'à 2025, il aura 35-36 ans. Ensuite, il faut qu'il change d'équipe. Compliqué. Il y a déjà la concurrence interne à régler pour avoir sa place sur le Tour en tant que leader. Ça, c'est difficile de se projeter. Cette année, on sait que ce sera Vingegaard. Est-ce que si Vingegaard remporte un deuxième Tour l'année prochaine, il essaiera de se consacrer aux autres en tentant le doublé de Giro-Vuelta pour entrer dans l'histoire ? C'est pas impossible. Et là, Roglič pourrait avoir un spot. Mais là, on se projette vraiment. Mais au-delà de cette concurrence interne, il y a la concurrence extérieure. Il y a un Tadej Pogačar mort de faim qui était imbattable sur les classiques. Il y a un Remco Evenepoel qui, tôt ou tard, viendra 2024, sur le Tour. Annoncé, Et puis il y en a peut-être d'autres qui sortiront du bois. Roglič va commencer à sentir le poids des ans, même si là, ça ne s'est pas forcément vu sur le Giro et qu'on a encore aperçu un Geraint Thomas qui est un petit peu plus âgé, en très très grande forme. Mais je crains quand même que pour Roglič, il n'y ait pas 1 milliard de spots. Il y en aura peut-être un. Faudra pas le louper, mais ce sera pas simple du tout. Dans le chat, on dit que c'était 2020, l'année où jamais. Oui, c'est l'impression. En effet. J'ai peur qu'il le regrette un moment, mais bon, voilà, ça fait aussi partie du jeu. Ça lui a peut-être donné les crocs pour repartir de l'avant et en gagner d'autres, donc c'est le jeu. James, du coup, par rapport à ça, est-ce que tu crois encore à Roglič sur un Tour de France dans les années à venir ? Ça t'arrange pas avec Remco, mais bon. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Il faudra juste, à mon avis, un concours de circonstances. Avec tout ce qu'on a énuméré comme facteurs, avec Poggi, Remco, Vingegaard, voilà, ça va être très très chaud. Ayuso, certainement aussi, qui va se rajouter à cette petite liste tôt ou tard. Joao Almeida, plus tard, il a envie de le faire. Donc, ça devient sérieux. Il faudra un parcours à sa convenance aussi. Voilà, donc faudra un petit concours de circonstances, faudra un peu de chance, peut-être. Voilà. Justement, il a peut-être balayé cette malchance qu'il avait depuis des années avec ce problème mécanique, mais ensuite, il gagne quand même. Peut-être que ça va le remobiliser, le donner envie, parce que... Non, c'est quand même difficile parce qu'on lui a posé la question. Est-ce qu'il a oublié du coup la planche des belles filles 2020 avec ce succès sur le Giro à choisir? Je pense qu'il préférait faire l'inverse. Je pense Primož Roglič. Bon, après, j'en sais rien, mais je suppose. Tu refais pas l'histoire. Et puis il faut pas oublier qu'à l'époque, en 2020, c'est pas le même Pogačar. C'est c'est un Pogačar qui est à cette époque-là encore en devenir, qui réalise une sensation. Que personne n'avait vu venir. C'était le coup de choc. Moi, je me rappelle des podcasts qu'on avait fait derrière, on était tous atterrés, on était sur le cul de voir Roglič craquer. Aujourd'hui, ce serait l'inverse. Voir Roglič battre Pogačar, on serait les premiers surpris. Pogačar n'est pas invincible, on l'a vu l'an passé, mais il faut quand même en faire beaucoup pour le battre. D'autant que son équipe s'est renforcée, d'autant que lui a pris de l'expérience. Même s'il est tombé là, sur Liège-Bastogne-Liège, je pense qu'il sera prêt encore cette année. Bon, à voir. Il y aura peut-être un spot, encore une fois, c'est difficile de se projeter. Là, on est vraiment... par la chaud après le Giro. Et puis on a sauté une petite question dans le conduit, mais on y reviendra peut-être. On peut là, vas-y. Tu voulais nous demander si on avait trouvé Roglič plus fort qu'attendu. Mais moi, je l'ai trouvé moins fort qu'attendu, parce que si on se rappelle 3 semaines en arrière, un petit peu plus, il y a un mois, quand on avait fait le podcast, on avait dit il y aura 2 coureurs au-dessus du lot. Evenepoel et Roglič. Je ne sais pas à quel niveau aurait été Evenepoel sans le Covid, mais ce qui est certain, c'est que Roglič n'était pas
au-dessus des autres de manière très claire. Ça a été quand même très homogène jusqu'à ce dernier chrono, mais il n'est pas en rose à la veille de l'arrivée pour un gars qui devait écraser la course avec Remco Evenepoel. Bon, il était peut-être un petit peu en dessous des standards, à moins que ce soit les autres qui étaient au-dessus de ce qu'on imaginait. Ça, c'est possible aussi, Almeida et Thomas. Mais avec un Evenepoel au top, avec un Pogacar ou un Vingegaard, où aurait été Roglic, je sais pas. Donc, commencer à parler du Tour de France pour l'année prochaine, pour dans 2 ans, avec un Roglic qui déjà a dû s'employer pour aller chercher le Giro à 10 km de l'arrivée. Je dis 10 km, c'est plus 10 minutes de l'arrivée. Pour moi, c'est peut-être un petit peu trop tôt. Et on aura des réponses dans les mois qui viennent. S'il fait le Tour de Suisse, on aura aussi des réponses sur sa manière d'encaisser les efforts et ses facultés de récupération à son âge. Mais voilà, se projeter sur le Tour pour l'instant, pour moi, c'est pas encore judicieux. On attendra quelques mois. Avant de passer à Thomas, James, je voulais ton avis par rapport au niveau de Primoz Roglic. 2 questions, même en une, parce que je voulais la poser plus tard. Mais alors, Primoz Roglic, surpris pour toi, un cran en dessous de ce que tu attendais. Et deuxièmement, la question que beaucoup se posent, Remco, il aurait mis 5 minutes à tout le monde dans ce bazar-là. On aurait tendance à dire oui, sur base de ce qu'on avait vu en tout début de Giro, avec Remco qui avait vraiment flanqué une raclée à tout le monde sur le premier chrono, il avait vraiment calmé tout le monde. La logique voudrait que oui, maintenant, on ne saura jamais le prouver. Ah oui. C'est ça le problème. Donc, c'est un peu parler dans le vide. Voilà. C'est vrai, Roglic n'a pas été, après une fois l'abandon de Remco acté, n'a pas été dominateur comme on pouvait s'y attendre. On a eu un Geraint Thomas qui a bien préparé son coup dans son coin, vraiment parfait, hein, à l'expérience, invisible ou quasiment sur les courses de préparation pour ensuite vraiment arriver à son pic de forme parfait. Vraiment, lui a vraiment bien préparé son coup. Il est vraiment passé à rien justement de faire son casse. Et pour le Tour, voilà, on verra bien l'année prochaine, mais ce sera chaud, hein, ce sera chaud. Mais de toute façon, il y a plus que ça. Donc à la limite, il va chercher son Tour de Suisse et puis après, il n'y a plus qu'un seul objectif de carrière. Et ce sera le Tour. Remco, il aurait mis 4 minutes à tout le monde, Jérémy, c'est ton sentiment? Alors, toi, tu adores la science-fiction. Oui, j'adore ça. Est-ce que Van Aert aurait gagné Paris-Roubaix s'il n'avait pas crevé? Mais j'en sais rien, comment tu veux que je sache? Est-ce que c'est ton sentiment? Non, mais mon Quand sentiment... tu regardes ce Giro, tu te dis, s'il y avait eu Remco, je pense qu'il aurait mis à mal tout le monde. Et dans le chat aussi, je pose la question. Pose la question. Moi, mon sentiment, c'est que mais comme James, hein, que le Remco Evenepoel de la première étape sur le premier chrono était impérial et probablement imbattable. Du moins sur les chronos. Le problème qui se pose, c'est que les références qu'on a de Remco derrière sont post sa double chute sur l'étape d'Atripalda et post son infection au Covid. Il gagne quand même le chrono avec le Covid. Quand même le savoir. Alors pas avec un écart monumental, une petite seconde, mais il le gagne quand même. Donc ce Remco-là, malade, peut-être encore touché physiquement, qui avait été lâché dans l'étape précédente le chrono par Roglic, je pense qu'il colle pas 5 minutes. Oui. Le Remco Evenepoel à 100%, qui semble être celui du début du Giro, je suis incapable de dire ce qu'il aurait fait. Je suppose qu'il aurait gagné ce Giro. Mais je peux pas te l'affirmer à 100%. Non, je veux juste savoir ton sentiment. Moi, mon sentiment, je vais vous le donner. Moi, j'ai l'impression que Remco, ici, il aurait été largement au-dessus des autres. C'est mon sentiment. Je sais pas, je dis pas que... Peut-être. Ça se trouve, il serait totalement écroulé en 3e semaine, harcelé par des cours, etc. C'est mon sentiment. Je vous laisse à vos sentiments, évidemment. Mais... Je ne veux pas vous embêter avec ça. Le problème, c'est que le sentiment n'entre pas en ligne de compte. Là, c'est le palmarès. Tu regardes un Roglic, 2 Thomas, 3 Almeida et Remco à la maison. Donc... Voilà, il faudra attendre un nouveau grand tour. Pratiquement toute l'équipe Quick-Step à la maison. Hein. Ouais, ah non, pas Ilan Van Wilder aussi. Là, on a Exactement. entendu parler aussi de Mais très bien, j'aimerais bien son avis, Ilan Van Wilder. Vas-y, donnons-le à Van Wilder. La communauté belge, là, James, il va pouvoir nous en parler un petit peu. James. Eh bien, c'est très simple. Ilan Van Wilder, on a beaucoup parlé de Remco. Voilà, mais juste derrière lui, dans les juniors, il y avait Ilan Van Wilder. Si Remco n'avait pas existé, c'était lui le junior sortant de cette génération-là qui était prédestiné à faire des bonnes choses. Alors, voilà, il est dans l'ombre totalement, mais c'est un coureur qui a des qualités énormes. C'est un talent. C'est
voilà, c'est quand même un sacré potentiel. C'est juste, c'est en dessous, hein, c'est bien sûr en dessous de Remco, mais c'est quand même sur papier quelque chose d'assez costaud. Et franchement, quand il dit ouvertement dans la presse belge, je veux avoir de la place, je veux de la liberté, bah, franchement, je le comprends parce que vraiment, il sait tout faire. Très bon chrono, grimpe bien, un bon petit punch. Voilà, c'est un peu une version un peu de Remco, mais un petit peu moins forte. Donc, Ilan Van Wilder, ouais. C'est dommage qu'il ait perdu autant de temps a posteriori. Et forcément, c'est dommage d'avoir eu cet handicap de plusieurs minutes avant de pouvoir jouer sa carte, parce qu'il aurait fait son top 10 sans problème, hein, avec tout ça. Mais Johan, il va te demander de faire l'oracle. Et s'il n'avait pas roulé pour Evenepoel, combien aurait fait Van Wilder? J'allais dire que c'est le Lidl de Remco Evenepoel. Voilà, Ilan Van Wilder. Il a dit que c'était Van Evenepoel, mais en moins bien. Donc j'allais dire que c'est Lidl, parce qu'on en parlera un peu plus tard de Lidl. Petite transition. J'ai rien compris à tout. Mais vas-y, passons. Oh, bon, bref. Il faut qu'on avance. Après, voilà, il faut savoir aussi que dans la... Ne jamais lancer un Belge sur un Belge. Non, vas-y, James, vas-y. Oui, James, on t'écoutait. Ah, d'accord. Non, mais vous dites, si vous m'écoutez, si ça vous intéresse. Mais, non, mais juste pour revenir avec Van Wilder, dans la chasse gardée de Remco, faut pas se tromper non plus, c'est pas non plus les meilleurs potes du monde. Là où l'entente avec Vervac, Seri, etc., là c'est optimal, pas de problème. Van Wilder, voilà, ils se tirent pas, voilà, ils se font pas la gueule ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, il y a quand même, c'est pas, voilà, Van Wilder il est coéquipier, mais s'il avait pu avoir une équipe autour de lui, ça lui ferait davantage plaisir. Le livre La vie de Van Wilder, l'œuvre de Van Wilder à retrouver dans les rayons aux éditions Flammarion. Aux éditions Flammarion, écrit par James Woodward. Avec préface de Gilou. Préface de Gilou, merci beaucoup pour ces infos sur Van Wilder. On avance parce que là on n'est pas en avance du tout, justement. Geraint Thomas, on arrive qu'au deuxième là, donc on fait tout le top 10, non je rigole. Geraint Thomas, deuxième magnifique, voilà, bon, Geraint Thomas, 37 ans. Grosse surprise, c'est vrai. Bon, il est capable de faire de belles choses. On l'a vu 3e l'année dernière sur le Tour de France, mais surprise quand même. 14 secondes gagner un grand tour, un deuxième grand tour dans sa carrière. Enfin, franchement, à ce niveau-là, voilà, inattendu presque. Oui, surprenant. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est son fair play, sa classe. Ouais. Toujours un message sympa pour les autres, que ce soit pour Evenepoel quand il abandonne ou pour Roglic qu'il a écrasé sur le chrono. Il l'a reconnu. Donc, ouais, c'est un grand monsieur, un grand coureur, et je suis assez content de le voir sur le podium. James, toi qui a donné déjà ton avis un peu sur Geraint Thomas, inattendu, ça c'est clair, tu le disais, qu'il était là au bon moment, quoi, Geraint Thomas. Même si dans le chat on dit il aurait peut-être pu faire mieux si jamais il y avait encore un Sivakov, un Gegenhardt et tout dans son équipe. C'est pour ça qu'il était un peu attentiste, mais bon voilà. Pas sûr. Ouais. Oui, bah oui, j'ai tout dit sur Geraint. Donc. Rien de plus à ajouter, parfait. Et comme Jérémy le souligne, avec beaucoup de classe et beaucoup de fair play, ça c'est cool. Ouais, justement, on en parle dans le chat, donc cette aide pour Mark Cavendish dans la dernière étape, donc Geraint Thomas qui roule à 2 km de la ligne. Voilà, c'est le gentleman, quoi. C'est gentleman parfait. C'est Geraint Thomas. Alors il y a deux choses quand même. Il y a deux choses par rapport à ça. Il y a effectivement le fait qu'il ait donné un coup de main à son pote. On était dans les 3 derniers kilomètres, donc même s'il était arrivé quoi que ce soit, il aurait été reclassé dans le même temps. Donc les risques étaient limités, et je pense qu'ils doivent être aussi reconnaissants l'un envers l'autre parce qu'ils ont couru ensemble. Donc il y avait cette volonté de partager cette fin de Giro avec Cavendish et d'essayer de partager aussi les honneurs, parce que Geraint Thomas va sortir du Giro, certes sans victoire, mais avec quand même un maillot rose porté pendant très longtemps et avec un podium final. Et donc cette envie de faire briller son pote est remarquable. Moi j'aime bien, ça plaît pas à tout le monde. Mais il y a une deuxième chose quand même, c'est que pour lui, dans ce final, c'est aussi la meilleure chose à faire pour éviter une potentielle chute, pour éviter une potentielle cassure, même si là, il était à l'abri de Joao Almeida. Donc, il n'a pas pris énormément de risques non plus. Il n'a pas fait un tempo supersonique comme on avait pu le voir, par exemple, avec Van Der Poel pour Philipsen sur Tirreno-Adriatico. Il a emmené pratiquement pendant 1 kilomètre, mais pendant ce kilomètre-là, Cavendish, il a perdu 5-6 places pour se remettre dans la roue de Milan.
Si c'est un tempo du feu de Dieu, normalement tout le monde est en file indienne. Donc non, je pense que c'était aussi une manière de bien finir ce Giro. Il a donné un petit coup de main, il s'est mis à l'abri, il s'est montré, tout le monde a parlé de lui, c'est coup gagnant pour lui. Mark Cavendish donc, qui a gagné une étape sur ce Giro, la dernière de sa carrière d'ailleurs, la dernière journée de Giro de sa carrière. Juste un truc par rapport à ça, j'ai vu que James n'était pas d'accord par rapport à ce coup de main de Geraint Thomas, pas d'accord avec moi. J'aimerais bien qu'il nous explique ce qui le gêne dans cette manœuvre, parce que c'est intéressant d'avoir toutes les opinions. Ce qui me gêne, c'est pas en fait l'attitude de Geraint Thomas. En fait, c'est dans la lignée du type. Non, moi, ce qui me saoule un peu, c'est que ce soit pour Cavendish. En fait, Cavendish qui est voilà, un sprinter qui a été tant détestable pendant des années, critiqué par son comportement limite. Je ne vais pas faire l'historique, mais quand on voit, je me rappelle en 2010, il y a le peloton du Tour de Suisse, je fais déjà la preview du Tour de Suisse, le peloton du Tour de Suisse qui observe une grève de 2 minutes pour justement manifester contre son comportement agressif dans le sprint. J'ai du mal avec moi j'ai du mal de toute façon avec le personnage. Non mais ça j'entends, mais à partir du moment où ils sont potes, qu'ils ont couru ensemble, qu'ils sont tous les deux britanniques... mais à partir du moment où ils sont potes, il n'y a pas de problème, c'est élégant. Encore une fois, je retiendrai plus l'attitude de Geraint Thomas que sa victoire. Mais imagine que Geraint Thomas, en faisant ça, il venait à tomber. Moi, je voudrais bien voir la réaction d'Ineos. Imagine un seul instant que ça voilà, à cause de la nervosité dans le peloton, Geraint Thomas... S'il tombe, il est classé quand même. Hein. Moi, je suis fou si je suis son employeur. Non, mais s'il tombe, il est classé quand même. Après, il aura... Oui, mais d'accord. Mais au-delà de ça, bien sûr, il aurait été classé dans le même temps. Mais imagine un seul instant que ça tourne mal, qu'il prenne une chute et que derrière, sa saison est flinguée. Oui, j'entends. Moi, je suis Ineos, c'est pas possible, des trucs comme ça. Bon, après, c'est aussi la beauté du cyclisme. Vous êtes pas des romantiques. Oui, d'accord. Si, moi, justement, je suis en désaccord. Voilà, ici, je suis plus dans le total subjectif total. Je dois bien avouer que Cavendish, je ne sais pas le supporter. Voilà, autant Ilan Van Wilder, je l'aime bien, mais ça on avait compris. Cavendish, c'est pas possible, quoi. Ouais, il y a des gens dans le chat aussi qui disent je déteste Cav perso, mais Jay c'est un méga pote de Cavendish. Oui, c'est vrai, regarde, c'est écrit ici. Ah ouais, ils ont le droit. Ouais. Non, bref, détestable ou adorable, voilà, chacun a son avis. Oui. Il s'est rendu peut-être plus sympathique aux yeux de la population au fil des années. C'est vrai qu'à l'époque de son hégémonie... En tout cas, au niveau des médias, c'est non. Ça, c'est sûr. Franchement, je ne le regretterai pas. C'est le pire client qu'on puisse avoir. Hein. Franchement, je suis d'accord. En 10 ans de métier, j'ai pas fait de top 5 des figures les plus antipathiques, mais il est dedans. Ça, on ne va pas se mentir, pour avoir un mot ou quoi que ce soit, c'est toujours une attitude détestable, hautaine. Il a un problème avec les médias, certes, et je suis certain, bien sûr, et j'ai aussi des échos comme quoi c'est une personne en dehors qui est charmante, mais vis-à-vis de la presse, franchement, il ne manquera pas. Hein. Alors, pour partir sur les sprinters, je te laisse encore la main, James, parce que tu voulais parler de ces 7 vainqueurs différents sur les 7 sprints. C'est juste quoi? C'est-à-dire que c'était homogène, parce qu'on parle de Mark Cavendish, autant parler des sprinters avant de terminer cette partie de Giro. C'était assez homogène, oui. Maintenant, pour moi, clairement, il y a un sprinter qui s'est démarqué. Il n'a pas le maillot cyclamen pour rien. C'est Jonathan de Milan. Voilà. Avec un meilleur train, des meilleures conditions. Parce qu'il a quand même fait des sprints de martien. Le mec, il revient sur plusieurs étapes, il revient de je ne sais pas combien de mètres pour faire une remontée. Et à peu de choses près, il en gagne 2 autres. C'était de loin le plus puissant, le plus fort, le plus rapide, quoi. Voilà. Alors, c'est un peu le hasard qui a fait qu'on a eu 7 vainqueurs différents, mais Jonathan Milan était quand même au-dessus sur ce Giro, hein, en termes de sprint. Alors, on enchaîne. Un petit dernier mot, Jérémy, sur Joao Almeida, qui termine 3e donc, sur le podium de ce Giro. Premier podium en carrière sur un grand tour pour Joao Almeida. Premier podium aussi pour un Portugais sur le Giro. Enfin bref, pas mal de choses. Il a eu sa petite victoire. C'est le 3e homme de ce Tour d'Italie, en gros. Mais voilà, on note sa progression. Ouais, je ne sais pas s'il a vraiment progressé, en tout cas pas de manière substantielle. Il a fait le Giro auquel on s'attendait de sa part.
c'est rarement le coureur qui va te faire vibrer, qui lisse ses efforts, qui perd très peu de temps à chaque fois. Il roule bien. Ouais. Il a une bonne pointe de vitesse pour régler les sprints en petit comité ou à deux là, avec Geraint Thomas. Tu parlais tout à l'heure d'un Joao Almeida potentiel vainqueur du Tour. Il va falloir step up de manière considérable. Il va falloir franchir plusieurs paliers. Ouais, non, mais qu'il ait envie, ça c'est une chose. Il progresse, mais il progresse lentement. Alors il avait encore le maillot blanc, donc il fait partie des meilleurs jeunes. Mais bon, les années passent et je vois pas de progression fulgurante. Alors ça peut arriver sur le temps. Il peut d'un coup franchir 3 paliers. Pour l'instant, c'est un Almeida que j'ai l'impression de voir un petit peu tous les ans. Il court de la même manière et j'ai jamais vraiment cru, même quand il a gagné son étape, j'ai jamais vraiment cru qu'il puisse renverser le Giro. Autant j'ai un peu douté ce jour-là de Roglic, autant je le voyais pas renverser Geraint Thomas et le voir finir 3e. Il est à sa place et il aurait été hors du podium avec Evenepoel. Donc finalement, c'est un Giro normal pour lui. Et heureusement, il y a cette victoire d'étape qui est quand même sympa parce qu'il avait été, ce jour-là, j'étais un peu pesant, il a été quand même acteur. Oui, c'est vrai, il a attaqué il a, au train aussi pendant un petit moment pour Joao Almeida. Très rapidement, vos révélations de ce Giro, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Révélations du Giro, James, quelles sont tes révélations de ce petit Giro? C'est des 2-3 noms. Alors, 1, pour vous faire plaisir, Bruno Armirail en rose, la récompense du travail. 2, Matthew Richitello, l'Américain d'Israël. Bon, alors ça se voit pas dans les résultats. Oui, mais j'en avais une fois discuté avec Axel Merckx et il me disait le plus grand bien de ce gaillard. C'est un bon petit grimpeur et à mon avis l'année prochaine il fera des petits résultats, un très bon grimpeur en devenir. Et puis forcément Lorenzo Plus, 10e du classement général, c'est quand même une révélation quand on sait d'où il vient. Ouais, et Ilan Van Wilder aussi bien sûr. en 4e évidemment. Jérémy? Non, je ne vais pas être très original. Grosse révélation d'Eric G, évidemment. La confirmation Ben Healy, quand même, qui est sorti sur ses classiques. Et j'ai noté Jonathan Milan en fusion, parce que c'est vrai que c'était le plus puissant. Maintenant, ça fait aussi partie de la panoplie des sprinteurs de savoir se placer. Et c'est un point sur lequel il va falloir progresser. D'autant plus que là, le plateau des sprinteurs était certes intéressant, mais n'était pas flamboyant non plus. Il manquait les grandes têtes d'affiche. Il n'y a pas Philipsen, il n'y a pas Groenewegen, il n'y avait pas Merlier, il n'y avait pas Iwan, même si Iwan maintenant est peut-être plus au top du top. Il n'y avait pas Jakobsen. Il a gagné récemment. Oui, il a gagné, il revient. Mais j'attends de voir gagner moi contre Jakobsen et contre Philipsen. Voilà. Donc Milan, je ne sais pas vraiment comment le situer maintenant sur la hiérarchie des sprinteurs. Il est en train de progresser certes, mais il va falloir réussir à se placer pour avoir de plus grands résultats. Ouais, peut-être aussi avec un meilleur train parce qu'il n'est pas forcément super. Même s'il avait quand même Pasqualone, mais c'est vrai que c'était un peu léger. Oui, 22 ans seulement, Jonathan Milan, donc il a encore le temps de progresser, évidemment. Moi, j'ai noté Derek J, parce que franchement, 2e de tous les classements. Enfin, c'est simple, 2e de 4 étapes, 2e de tous les classements. Donc, franchement, Derek J, incroyable. Le CM du Giro, aussi, j'ai noté le CM du Giro qui a été vraiment très fort sur les réseaux sociaux. Autant la réalisation, je sais que souvent, est un petit peu moquée, autant le CM du Giro a été excellent sur ces 3 semaines. Et puis Eddie Dunbar aussi qui a longtemps lutté pour aller chercher un top 5 et qui finalement s'est un petit peu baissé le pied quoi, sur les derniers jours. Mais franchement, Eddie Dunbar était pas loin de faire quelque chose d'assez grand. Pour moi, ça fait partie de ces révélations parce qu'on l'a jamais vu à ce niveau aussi proche, en tout cas des meilleurs sur un grand tour. Bon, allez, c'est bon, c'est fini. On parlera de Pinot dans le sprint final. Avant ça, on va faire un attaque, on attaque pas, très rapide. Là, il va falloir attaquer très fort. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Parce que voilà, la Trek Segafredo va devenir Lidl Trek. Voilà, tout à l'heure je parlais de Lidl. J'ai compris, mais c'était un petit peu. Voilà, c'est un peu téléphoné quand même. Bon, j'ai marqué c'est pour gagner moins cher. Bon, ça c'était juste pour la vanne. En vrai, l'info est donnée, je vous le donne. Hype quand même par rapport au maillot qui pourrait être sympathique parce qu'on sait qu'il y a qui pourrait. Oui. Et qui pourrait être complètement raté et catastrophique aussi. Eh bien, on verra. L'avenir nous le dira, c'est à partir du 30 juin, je crois. Le Giro, c'est bien, mais la victoire de Gwen Leclinch sur Paris 3, c'est mieux, non, Jérémy? Là, je demande pas, je te pose la question directement. Ah, directement? Bah oui, pour toi. Parce oui, que alors là, double victoire. Pour toi. Gwen Leclinch, mais Clément Brasse-Afonso, les deux de la Philippe Wagner qui sont arrivés main dans la main. Voilà, donc les deux ont gagné. C'est Leclinch, mais c'est aussi Brasse-Afonso. Ouais, c'était une très très belle course auquel on a assisté. Donc c'est très sympa. Belle course aussi, quand même, de l'équipe qui alignait le tenant du titre. C'est le Cross Team Legendre qui s'est un peu liquéfié dans le final, mais qui a été actrice dans cette épreuve.
D'accord. Je voulais juste le noter parce que Jérémy était au commentaire. J'ai vu avec sa petite valise. C'est bien important. Exactement. J'étais équipé. Hein. Ah bah là, je peux dire pour 3 semaines. Moi. Je suis parti pour 3 semaines. Je suis parti un jour, mais j'étais équipé pour un mois. Voilà donc. On arrive dans les choses un peu plus sérieuses. C'est très sérieux Paris 3. Hein. Ah oui, c'est très sérieux. Très sérieux. Oui, ça vaut pas Paris-Chauny. Mais non. Ça rentre un petit peu dans nos cœurs. Carapace qui vient à la Mercantour Classique pour s'imposer facilement, besoin de se rassurer, mais faudra-t-il compter sur lui en juillet pour l'interrogation? Donc vous me dites après ce que vous prenez. Le Tour de Norvège, Ben Tullet vainqueur, un succès d'étape pour Nice. Et puis ensuite la SD Works, alors en ce moment qui rafle tout, hein, 1-2-3 de Thuringen en Allemagne, Vollering qui laisse gagner Ressort au Pays Basque, Vollering qui survole le Tour de Burgos, ça fait peur pour la suite de la saison. On attaque sur quoi? Tiens James, on attaque sur quoi? Parce qu'on a parlé de Paris 3 un petit peu. SD Works, clairement, c'est complètement fou. C'est complètement hallucinant ce qu'ils ont fait là en Allemagne. C'est la folie. Ça se limite pas, c'est pas une domination là, c'est vraiment écraser et c'est faire un autre sport. 6 étapes, 5 étapes en ligne, ils avaient 5 coureuses, les 5 ont gagné une étape. Et 1, 2, 3 au classement général. Et le chrono par équipe. Et le chrono par équipe. Non mais là, ça en vient... ça devient un peu, un peu lassant, quoi. Enfin, c'est un peu triste pour les autres, quoi. Vollering qui fait ce qu'il veut au Pays Basque et qui laisse gagner Ressort qui fait la saison de sa life. Vollering qui était toute seule au départ du Tour de Burgos parce que c'est vraiment se demander si les autres faisaient du vélo aussi. Non, mais là, ça devient l'écart là entre. Faut quand même juste préciser quelque chose. Alors, tout ce que tu dis est vrai. Hein. Folie, quoi. Tout ce que tu dis est complètement vrai. Faut quand même préciser un truc, c'est que le loto Ladies Tour de Thuringen était en frontal avec une épreuve World Tour sur 3 jours, qui est la règle de classique, avec quand même un gros plateau, notamment Charlotte Cole, avec Chloé Dygert, avec des filles qui auraient certainement empêché les SD Works de s'amuser comme ça. Je dis pas que Vibos n'aurait pas gagné, que Kopecky n'aurait pas gagné, mais elles n'auraient pas gagné les 6 étapes avec autant de facilité. Pour autant, il y avait quand même un plateau intéressant. Il y avait Marta Bastianelli, il y avait Marta Lain, enfin des filles qu'on aperçoit régulièrement sur le circuit européen et qui score. Mais c'est vrai que là ça semble quand même facile, hein, parce qu'elles ont vraiment fait gagner tout le monde. Une Kuhn a gagné, Bredevold a gagné. On s'est amusé, quoi. Oui, on choisit. C'était le plan en plus, c'est ça qui j'en ai fait un papier. Le pire, c'est que c'est le plan de faire gagner les autres. Oui, complètement. C'est complètement fou et en plus ça marche, quoi. C'est bien vu en plus, hein. C'est donner un peu de confiance et donner un petit os à ronger pour les autres, de telle manière à pouvoir les faire travailler pendant les grandes épreuves. C'est parfait, hein. C'est 10 sur 10, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai que sont les autres, quoi. C'est inquiétant parce que le Tour de France Femmes arrive vite et que cette équipe-là, alors ça sera peut-être pas le cas, hein, mais cette équipe-là est capable de tout gagner. Oui, c'est parce qu'il y a un chrono avec Ressort, il y a les sprints avec Vibos. À part Charlotte Cole, on voit mal qui peut la battre. Même si elle manque un sprint parce que l'étape est trop vallonnée, t'as encore la carte Kopecky. Et puis t'as Vollering qui sera la grande favorite du général. Donc ça peut faire all-in, hein. Ça peut faire 8 sur 8 et le général. Hein. On n'espère pas. On n'espère pas, mais ça laisse augurer quand même d'un tour. S'il n'y a pas d'arrêt pipi de bordure de Movistar, ça sera quand même dur de les renverser. Coucou Van Vleuten au passage. On en est là à se demander. On est là à souhaiter que Van Vleuten, du haut de ses 55 ans, soit au meilleur de sa forme pour venir dynamiter le bazar. Oui, que Charlotte Cole soit à peu près au niveau de Vibos, que Dygert aussi fasse un gros tour. La FJ Suez aussi, avec Cécile Ludwig qui était en difficulté. Ou que Grace Brown embête Ressort sur le chrono. On a envie du suspense, mais c'est vrai que les SD Works, ça nous rassure pas trop. On aura le temps d'en parler. On espère de ce cyclisme féminin qui nous intéresse évidemment à chaque fois, mais là il faut qu'on aille vite, puisqu'on va aller dans le sprint final. Faut accélérer. Oh le coup de tête de Marco, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. C'est là où on perd un peu James, hein, parce qu'on l'a déjà perdu la première semaine du Giro, mais là on va parler bleu, blanc, rouge. Je suis désolé, mais on a eu du temps pour Van Wilder, donc chacun son tour. On peut prendre du temps pour Pinot. C'est très bien réparti, mais je savais qu'on allait faire un focus sur Thibaut Pinot. Évidemment, on est obligé, c'est idole. On est ici en France avec donc Thibaut Pinot qui fait 5e au général avec le maillot bleu sur le dos. Le maillot bleu, c'est le maillot de meilleur grimpeur. Vous savez, le maillot à pois qu'on retrouve bleu sur le Giro. De deuxième place d'étape, question que l'on a posée sur les réseaux sociaux, mais que je vous pose maintenant. Est-ce un Giro réussi pour Thibaut Pinot, Jérémy? Giro réussi, pour moi c'est un 16 sur 20, mention très bien. Pour avoir les félicitations du jury, il aurait simplement fallu gagner une étape. 16 sur 20, c'est bien quand même, c'est une belle mention. C'est une mention très bien. Non, c'est très bien, Jérémy. Pardon?
On a la même note. Hein. Oui, justement. Oui, James, c'est ça, 80%. J'ai mis 80%, donc c'est 16 sur 20 pour ceux qui sont trompés. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais jusqu'ici on suit. Anthony, il serait déjà sur sa calculette. Cosinus. Donc, voilà, donc on est d'accord, donc on a vu la même chose, donc très bien, voilà. Tu voulais parler de Paris Peintre. Paris Peintre qui a 100% par exemple. 100%, alors 100%, alors juste on fait une petite parenthèse parce que comme ça on peut parler un petit peu des Français. Paris Peintre 100%, toi tu mets un 20 sur 20 pour le Français avec sa victoire d'étape et il visait un top 10 quand même, il fait top 15 mais bon. Non, jamais 100% parce que 100% ça veut dire qu'il a accompli tous les objectifs, il n'y a pas le top 10 mais à partir du moment où il y a la victoire d'étape, le Giro il est réussi aussi, il n'y a aucun doute là-dessus. D'autant qu'il a gagné une belle étape devant Leknesund qui lui avait pris le maillot rose avec un final doté d'une belle dramaturgie. Non, il a réussi son coup, bien sûr. Alors, très bien, je vous ai demandé votre avis, mais alors, selon vous, est-ce que Thibaut Pinot a réussi le Giro ? Parce que vraiment, il venait quand même pour lever les bras. Je sais que c'est difficile à dire parce qu'on a posé cette question et les gens ne comprenaient pas pourquoi on posait cette question, mais il était quand même venu pour gagner, pour célébrer une fois sur la ligne, parce que je sais qu'il y a ce podium avec ce maillot bleu, il y a cette 5e place au général, ça fait plaisir, on y reviendra, mais... Cette victoire, elle manque pas véritablement, on descend pas un peu plus sa note parce qu'il manque cette victoire. Alors, qui était venue avant tout. Tu veux qu'on se mette dans sa tête peut-être un peu, place. Oui. Est-ce que lui, il sort du Giro content Je pense que oui. Je pense que lui, il a profité de son dernier Giro, qu'il était sur le podium final à Rome, certes pas avec Roglic, Thomas et Almeida, mais ça compte, hein. Un maillot distinctif sur un grand tour, ça compte. Il y aura peut-être un petit goût d'inachevé. Alors lui, visiblement, ressasse plus la victoire de Rubio que celle de Zana. Mais je pense qu'il peut repartir avec le sentiment du devoir accompli. Après, c'est difficile de se mettre dans la tête de Pinot parce qu'il ne pense pas comme nous. Ah bah ça, heureusement. Et heureusement pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour lui. mais je pense qu'il peut repartir l'esprit serein. Et puis ce classement général, sincèrement, personne n'y croyait, en tout cas pas nous. Et il nous a bien fait taire. Ouais, ça c'est vrai, mais de toute façon, on est là pour ça aussi. Hein. Ils ont le droit. Je crois que si on se repasse le podcast d'avant Giro, à part James qui avait bien vu le coup sur cette histoire de chrono, il y a eu quand même beaucoup de saucisses. Oui, t'inquiète pas qu'on m'a envoyé des messages pour nous dire, notamment Pinot, c'est incroyable de retweeter des trucs en avant, etc. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Moi j'ai pris sur Philippe Ogana, je crois. Ah oui, ça c'est comme à chaque fois. De toute façon, ça va être jusqu'à la fin de l'année. James, non, alors toi, tu pensais plutôt que voilà, c'est cette étape de Crans-Montana qui a été plutôt embêtante pour Thibaut Pinot avec ce duo Cepeda et Rubio qui a eu la peau de notre Français. C'est quand même triste pour lui de perdre comme ça. Ces deux-là, il était quand même, il était plus fort. Hein. Il semblait en tout cas plus fort. Il s'est fait avoir pourtant comme un débutant. Hein. Il en a trop fait. Il a fait du Pinot quoi. C'est pour ça que vous l'aimez tellement. Oui. Hein, apparemment. C'est assez Est-ce incroyable. Que Pinot serait pas en train de devenir un peu le Van Aert ? Quand j'ai regardé l'étape, je me dis mais comment il a fait pour perdre ? C'est pas possible quoi. Il y a toujours un truc qui doit se passer, mais c'est la dramaturgie autour de Pinot. C'est quelque part presque normal en fait qu'il doit perdre comme ça contre ces deux-là. Attends, James, petite question. Ouais. Est-ce que le Thibaut Pinot serait pas un petit peu en train de devenir le Van Aert des Belges, le perdant magnifique, et c'est peut-être aussi pour ça que vous l'aimez, parce qu'à chaque fois on a l'impression qu'il est plus fort et à chaque fois il se fait taper par Van Der Poel. La comparaison, en tout cas, elle a de l'intérêt. Oui, c'est une bonne question. Oui, mais j'aurais tendance à dire oui. Ah, voilà. J'ai lancé ça en pure provocation, mais non, il y a un peu de vrai quand même. Il y a un peu de vrai. Il y a un peu de vrai. Ce sera un peu plus partagé ici en Belgique, un perdant magnifique Van Aert, pas tout à fait la même chose que chez vous, parce qu'en France, d'après ce que je lis, vraiment, c'est il n'y a pas vraiment il y a quelques commentaires certes, mais il fait quand même l'unanimité, j'ai l'impression, au sein du oui, et puis perdant magnifique avec de gros guillemets, parce que l'un comme l'autre ont de magnifiques palmarès, faut pas l'oublier, mais c'est vrai que sur l'histoire récente du vélo, il y a quand même plus de deuxième place et de frustration que de grands succès. Mais bon, ce Giro fait un peu pour moi, fait un peu exception parce qu'il y a quand même un maillot distinctif à la clé. Ouais. On a fait notre mea culpa sur le général, où il a réussi à faire un top 5, on l'a fait jusqu'avant, on n'y croyait pas vraiment. Il nous a bluffé évidemment. Est-ce qu'on ne pouvait pas aller voir plus haut, Jérémy ? Est-ce que le podium était accessible pour moi, lui ? Non.
Pour moi, non. C'est un petit peu éparpillé, on va dire, entre les victoires d'étape. Exactement, tu peux pas chasser le maillot bleu. Oui, tu peux pas le bleu et le général, même si ça lui a quand même permis un rapproché au classement général, parce qu'il faut pas oublier qu'il était descendu, je crois, jusqu'à la 13 ou la 14e place avant sa dernière échappée qui lui permet de récupérer le maillot bleu. Il s'est dispersé. Je pense que les 3 de devant étaient plus forts, et en témoigne le résultat du dernier chrono où tout le monde est à sa place. Et n'oublions pas quand même que le Covid en a laissé beaucoup en route. Les absents ont toujours tort, ça je ne changerai jamais d'avis par rapport à ça, mais au départ du Giro, je pense qu'il y en avait plus que 3 qui étaient plus forts que lui. Un Gegenhardt était plus fort, un Evenepoel était plus fort, peut-être même qu'un Vlasov aurait été plus fort. Donc 5e, très sincèrement, on signe des deux mains, même si c'est pas ce dont on se rappellera en premier quand on évoquera le Giro 2023 de Pinot, mais il a optimisé, je pense, son classement. James, j'ai l'impression que tu es un peu d'accord avec cette analyse de l'excellent Jérémy Sakian. Oui, il fait 5e du chrono, il a sa place, point. Oui, avec, avec des coureurs qui ont abandonné, c'est vrai que top 5, c'était un peu inespéré. Sur base des abandons qu'on a mentionnés, 5e, c'est super. Bravo. De toute façon, il y a toujours des abandons sur un grand tour. Il y a toujours des mecs forts qui laissent sa place aux autres. Jamais Perrault et Pinot. 5e, c'est sa place. Voilà. Jamais Perrault et Pinot n'auraient fait podium du Tour de 2014 avec Froome et Contador. Mais ça fait partie de la course. Ils sont restés sur le vélo. Bon, là, ils sont pas tombés malades. Tant mieux. D'ailleurs, j'ai un petit message de Latib qui écrit si tu remplaces toutes les deuxièmes places de Wout van Aert en victoire, son palmarès c'est légendaire. Voilà, donc palmarès c'est exceptionnel. Oui, exceptionnel. C'est vrai qu'on fera pas le compte tout de suite, mais on se rend un petit peu compte de ce que ça marche aussi avec Sagan, je pense. Oui, Peter Sagan, en effet. On enchaîne donc avec cette question que je voulais vous poser. Parce qu'il y a eu Marc Madiot qui s'est exprimé dans les médias du côté des RMC, qui disait que qu'il n'avait pas encore choisi pour juillet, que c'est pas le public qui allait choisir pour lui, mais est-ce qu'on peut se passer de Thibaut Pinot réellement en juillet ? Il met un petit peu de suspense, mais vraiment, est-ce qu'il peut se dire non, on l'emmène pas pour sa dernière saison alors qu'il est en forme, etc. D'abord, James. C'est une blague. Enfin, j'espère que c'est une blague. Non, allez, sérieusement, vous allez vous passer du cycliste préféré des Français pour sa dernière année. Il faut être sérieux 2 minutes. Je ne sais pas pourquoi Madiot a envie d'ouvrir sa bouche pour rien. Là, c'est vraiment parler pour rien. Non, mais c'est parce qu'on lui demande. Lui, il vient pas dans les médias. Il n'y a pas de suspense. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas là ? C'est pas possible. C'est sa dernière année. Il a marqué le tour de son empreinte aussi. Tout le monde se rappelle de ces images où il a abandonné, où il était peut-être en passe de faire un coup pour le maillot jaune. Non, c'est pas possible. Tu peux pas te passer de Pinot cette année au Tour de France. Impossible. Jérémy ? Évidemment qu'il y sera. Évidemment qu'il y sera. Maintenant, pour revenir sur Marc Madiot, il ouvre pas sa bouche. C'est simplement que les médias sont sur son dos depuis 3 semaines. Pinot. Lui, il attendait certainement d'avoir des garanties qu'il a eues sur ce Giro. Maintenant, qui va choisir en dernier ressort ? C'est le partenaire, c'est le sponsor. Groupama comme FDJ, jamais de la vie, ils vont dire Pinot reste à la maison sur le Tour de France. Vous arrangez, vous lui faites une place. Il y a tellement d'histoires à écrire. Bien sûr. Oui. Et surtout que c'est là, cette fois-ci, le général, avec Gaudu, alors là, c'est réglé. Il s'en fiche totalement. Là, la question maintenant, c'est avec quel rôle ? Voilà. Est-ce qu'on en fait un lieutenant attitré de Gaudu pour une lutte pour le podium si Gaudu se sent bien ? Est-ce qu'on lui donne quand même une carte blanche sur quelques étapes ? Ça se réfléchit. Tu viens pas comme ça sur le tour sans savoir avec un rôle d'électron libre quand tu as un leader pour le général et un sprinter. Moi je suis désolé. Tu peux... Et alors du coup, est-ce que Desmar va être là ? C'est ça la question. Et voilà, c'est peut-être pour ça qu'il se pose la question, Marc Madiot, parce que non mais c'est simple. Non mais mot tête, mais Pinot il sera. Soyons honnêtes. Thibaut Pinot n'a pas envie qu'il fasse équipier sur son dernier grand tour. Équipier de temps en temps, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais on a envie qu'il aille dans une échappée pour aller gagner une étape, peu importe. Mais il peut avoir carte blanche sur 1 ou 2 étapes et faire le boulot le reste du temps. Oui, mais c'est pas facile. Je te dis pas que c'est facile, mais le Tour de France, c'est pas facile. Hein. Ah oui, ça je sais. C'est la course la plus dure du monde. S'il veut y aller, il faut être prêt à relever le défi. Moi, si je suis manager de Groupama, je prends Thibaut Pinot, parce que c'est pas mon pote, on n'a pas élevé les chèvres ensemble, mais je réfléchis quand même à un rôle où il pourrait potentiellement aider David Gaudu. Il peut pas prendre une place d'équipier et faire le Tour de France qu'il veut. Alors il y aura des étapes où certainement il aura libre cours pour aller dans les échappées, et ça sera même bien pour la stratégie Groupama d'avoir des coureurs devant. Mais le reste du temps, il faudra qu'il soit dans le collectif. Et je ne sais pas s'il démarre en payera de sa place ou pas. S'il démarre en perd de sa place, ça libère aussi 2 ou 3 coureurs de son train.
Donc il faut se poser les bonnes questions. Mais est-ce que tu as plus de chances de gagner une étape avec Démare que de faire un podium avec Gaudu? Il faut peser le pour et le contre, parce que tu as Pogacar, tu as Vingegaard, tu as Carapaz qui revient fort. Tu vas en avoir des prétendants, donc il faut que Gaudu, soit fort. Au sprint c'est pareil, donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Ouais, c'est vrai. James, tu ferais quoi avec Thibaut Pinot, vu que tu deviens manager de Groupama FDJ? Je te donne le rôle. Je suis déjà ravi de la promotion. Ton banquier aussi. Mais je le prends. Je le prends, ne serait-ce que pour les retombées médiatiques autour de Thibaut Pinot. Peu importe ce qu'il va faire, tout le monde parlera de lui au moins une fois par jour. Et puis, ce serait formidable. Quel passage de témoin formidable. Imaginez un Pinot qui emmène Gaudu vers une victoire d'étape en montagne. Imaginons. Enfin, il y a des histoires vraiment fabuleuses qui pourraient se passer. Pinot, sur une étape, il aura sa carte très clairement. Voilà. Démare, malheureusement, c'est pas le meilleur Démare cette saison non plus. Bon, certes, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais ça reste, entre guillemets, j'espère que je ne choquerai personne, que les boucles de la Mayenne, où il n'y avait pas un plateau de sprinteurs hors du commun. Je pense qu'il faut quand même analyser les choses avec un peu d'objectivité. C'est pour l'instant pas le meilleur Arnaud Démare. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une moitié d'équipe autour d'Arnaud Démare? Est-ce que ce serait pas mieux d'aller faire un all-in sur Gaudu qui a quand même montré à Paris-Nice qu'il pouvait être plus ou moins d'un niveau équivalent ou presque avec Vingegaard et Poggi sur Paris-Nice. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Le Pays Basque était un petit peu moins, mais... Juste ce coupe, James. Voilà. Mais Démare sur Paris-Nice, il a été important aussi. Il a été important dans le rôle de coéquipier. Il a aidé à jouer des... Exactement, il a aidé à jouer des bonifs, je te rappelle quand même. Non, en fait, tu fais le larbin sur le plat, mais tu sprintes pas. Mais... D'accord, mais si Démare, il va tout régaler. Ils peuvent remplir ce rôle-là sur le plat. Après, c'est dur de dire à Démare, tu vas plus alors que tu as axé ta saison dessus, tu n'as pas pu faire le Giro. Oui, et puis par rapport à tout ce qui s'est passé en début de saison, ça serait aussi un aveu de faiblesse que de dire on laisse Démare à la maison. Ça serait peut-être vu aussi, perçu comme tel, comme une faveur faite à David Gaudu qui s'est mis en faute dans sa communication. Ouais. C'était il y a longtemps, mais on n'oublie pas tout ce qui s'est passé. Je suis d'accord. Non, mais il y aura forcément des mots de tête. Aux meilleures chances sportives. On sait bien que les deux ne s'aiment pas beaucoup, en plus. Si on fait comme ça un premier tour de coureur, il y aura Gaudu, il y aura Kung, puisqu'il s'est préservé du Giro, donc je pense qu'il sera. Il y aura Madouas, il y aura très probablement donc Thibaut Pinot, ça fait déjà 4. Si tu rajoutes Démare, ça veut dire que derrière, tu n'as plus que 3 coéquipiers pour avoir des gars pour emmener le sprint et éventuellement un autre soutien ou 2 soutiens pour Gaudu. Montagne, donc, il faudra des gars en montagne. L'équipe, elle n'est pas extensible. Donc, il va falloir faire des choix. Alors, comment ça va s'organiser? Je ne sais pas. Il y aura peut-être un Konovalovas pour travailler pour la plaine, à la fois pour Gaudu ou potentiellement pour Démare, qui aurait la double casquette. Je ne sais pas. Bon, mais est-ce que ce ne serait pas le moment aussi de dire à Arnaud, écoute, voilà, il y a une circonstance qui est telle qu'elle est. On avait promis que tu fais le tour. Va à la Vuelta où tu pourras vraiment avoir l'équipe pour toi. Ouais. En fait, le problème, c'est que c'est compliqué. Mais bon, si tu lui vends ça, tu sens quand même une douille. Après Démare est en fin de contrat à la fin de saison. C'est comme si je te dis, écoute James, on t'avait promis que tu irais sur Paris-Roubaix, mais tu vas aller sur le Shell de Price, on va te mettre toute l'équipe avec toi. T'es content, hein? C'est une belle promotion pour toi. Non, jamais de la vie. À la maison. D'accord. On vite à la maison comme ça. Super, pas de Paris-Roubaix donc pour James. Mais en tout cas, pas mal de cassettes. On aura peut-être le temps d'en reparler. Il y a le Dauphiné qui va arriver, on en parlera juste à la fin. Donc ça aussi, ça pourrait rebattre les cartes et pourquoi pas Arnaud Démare qui gagne 1 ou 2 courses d'ici là, ça peut être pas mal. On enchaîne avec le quiz peut-être parce que on est passé sur du 1h30. On est en record de 1h30. Ça fait 1 heure là. Non, ça j'ai pris avant, mais oui, mais le temps qu'on fasse le quiz. Non, mais le quiz il est rapide, il est facile. Le quiz est rapide. Eh bien, c'est parti pour le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Quiz rapide et quiz facile surtout. C'est dommage, Anthony n'est pas là. Il aurait peut-être pu avoir un point ou 2. Il est entièrement basé sur le Giro qui vient de s'écouler. Ok. Donc il y a 10 questions. Alors dans le chat ça peut jouer, mais je pense que vous aurez les réponses avant le chat. Donc je pense que ça se limitera à un duel. Malgré tout, si jamais le chat donne la réponse avant, il gagnera. Attends, je peux juste mettre ça? C'est quoi ça? C'est pour faire comme Richard Carapace. Je croyais que c'était moi qui devais avoir ça, mais j'ai déjà une casquette. Alors, pour faire comme Richard Carapace. Bon, je vous rappelle qu'il y a une seule proposition par personne et par question et que la dernière question prévaut en cas d'égalité. Première question. Geraint Thomas monté sur le podium. Avant lui, qui était le dernier Britannique à être monté sur le podium du Giro? Stewart. Qui?
Tao Hart. Non, c'est pas Tao Gegenhardt. Ah merde. Tu ne peux plus jouer sur cette question. Est-ce que ça trouve dans le chat? Simon Yates. Simon Yates, 3e en 2021. Un point pour Johan. Giro 2023. Quelle nation a remporté le plus d'étapes? L'Allemagne? Non. Mauvaise réponse. Bien tenté. L'Allemagne en a 3, mais il y a une nation qui en a plus. L'Italie. L'Italie en a 4 avec Jonathan Milan, David Ebaïs, Alberto Dainese et Filippo Zana. Ça fait 2-0 pour Johan. Je crois que sur le chat, on ne réagit pas trop. Le chat est amorphe aujourd'hui. Le chat a vécu déjà plus d'une heure d'émission. Ouais, je pense que le chat en a plein les bottes. Il y a du monde en tout cas. Vous avez le droit de répondre. Question 3. Qui a remporté le classement par équipe? Ineos? Non. C'est la Bahreïn. C'est la Bahreïn. Oh là 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 là. Je suis bon. Il a arrêté au bout d'une semaine. Je réponds, en fait, je réfléchis pas, j'essaie d'être rapide parce que apparemment c'était facile. Mais ce serait mieux d'être juste plutôt que d'être rapide. Ça t'aiderait peut-être à marquer des points. 3-0 pour Johan. Il y a encore le temps de se refaire. Il reste 7 questions. La prochaine concerne l'équipe Soudal Quick-Step. On a beaucoup parlé d'Ilan Van Wilder. Quel est l'autre coureur de cette formation à avoir terminé le Giro? Peter Seri. Peter Seri, ça c'est bon. Là c'est cadeau, c'était cadeau parce que j'avais aucune idée. Ça fait 3-1. Jonathan Milan a remporté le maillot Cyclamen. Quel est l'autre coureur à l'avoir porté? Ah, ils sont que 2 à l'avoir porté ce maillot Cyclamen. Porté officiellement. Je ne parle pas par procuration, il y a un coureur qui l'a porté. Evenepoel. Evenepoel, exactement. Non, mais il m'a perdu avec son truc officiellement. Eh ben oui, parce que c'est pas lui qui l'avait porté. Par contre, tu peux arrêter de poser des questions sur des Belges. Sur des Belges, je suis désolé, il y a un petit peu pour tout le monde. La prochaine concerne les Français, tu vois, tu fais bien de râler. 3-2 pour Johan. 4 Français dans le top 20 du général. Pinot, Paré-Peintre, Barguil et... 4 Français dans le top 15. Dans le top 20. Dans le top 20. Pinot, Paré-Peintre, Barguil et il en manque un. Armirail, bien sûr. La remontada, 3 j'allais dire champion, j'ai oublié Armirail. On l'adore, on l'embrasse. Oui, puis surtout, on le félicite. Question 7, elle concerne un coureur italien. C'est un sprinter, 5e de la 5e étape, et il a fini ce Giro en tant que lanterne rouge. Qui est-ce? Della Valle. Della Valle, le point pour Johan Tritz. Joli. Ouais, j'ai traduit un de ses sons il n'y a pas longtemps. Quel escroc. Ouais. Attention, celle-ci n'est pas simple parce qu'il y a eu un imbroglio, mais qui a porté le premier maillot bleu du Giro? Ah oui, sur la première, c'est McNulty. Et non, vous avez tous les deux faux. McNulty avait été désigné maillot bleu, mais on lui a repris pour le redonner à quelqu'un d'autre. Vous pouvez rejouer. Sauf si le chat a trouvé avant. Non, le chat, on est trop rapide pour... Alors, c'est un coureur qui, au cours de ce quiz, a déjà été cité, mais qui constituait alors une mauvaise réponse. Oh là là, tu m'as perdu. Vous l'avez cité? J'ai Marc qui dit Tao. Tao Gegenhardt, mais c'est Marc qui va prendre le point, donc pour le chat. Tant pis. 4 pour Johan, 3 pour James qui a bien failli remarquer, mais qui ne marquera pas sur ce coup-là. Celle-ci est très facile, c'est la question 9, elle peut peut-être vous remettre à égalité. Outre le fait d'être danois, quel est le point commun entre ces deux vainqueurs d'étape, Pedersen et Kort Nielsen? Ils ont gagné des étapes sur les 3 grands tours. Bien sûr, ils sont rentrés dans le club des vainqueurs des 3 grands tours. Toujours sur la dernière 4-1, tout se joue sur la dernière question. Le chat, je regarde pas le chat. Le chat ne peut plus jouer, sinon le chat va nous mettre dedans. Je regarde pas. C'est le 2e podium de Roglic sur le Giro. Qui avait remporté l'édition sur laquelle il avait pris la 3e place? Richard Carapaz. C'était en 2019. C'est une victoire de Johan Tritz. Je vous l'avais dit que ce quiz serait très facile. Vous avez eu toutes les questions. Je crois que c'est la première fois de l'histoire qu'un quiz se termine comme ça. D'habitude, c'est des grands. Là, il fallait débiter, on est en retard. C'était un beau duel avec James. Un très beau duel. C'était le duel Roglic. J'ai mis du temps à mettre en route. J'avais une stratégie offensive. C'est quand même dommage. Début de course. Revenir de 3-0 à 3-3 pour perdre 5-4. Ouais, ça c'est, on dirait le duel Remco Roglic attendu finalement qu'on n'a pas vu. Je crois que là vraiment, on a eu plus de spectacles en 1 minute 30 de quiz qu'en 3 semaines de Giro. Bon, on enchaîne avec les paris. Enfin, les paris, c'est la petite preuve Dauphiné, mais vous inquiétez pas, on fait pas toutes les étapes, juste pour parler des favoris assez rapidement. C'est même pas vrai. Non, parce que j'ai fait un petit peu le tour de la start list, je vais retourner d'ailleurs dessus. Bon, alors du coup, au niveau de la start list, j'ai l'impression que Vingegaard, avec l'absence
comme d'habitude, de Pogačar, était un petit peu seul au monde. Je ne sais pas trop ce que tu en penses, James, par rapport à cette start list du Dauphiné. Je vais donner les favoris derrière, mais bon, Vingegaard a l'air quand même d'être le grand favori. Il est l'immense favori, mais il n'est pas seul au monde, techniquement, non. Mais sur base de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, normalement, les autres roulent pour la deuxième place, même s'il y a quand même du très beau monde, je trouve. C'est un très beau plateau. Ouais, il y a un très très beau plateau. Je suis en train de regarder, donc je vais vous donner les favoris. Mikel Landa pour la Bahreïn, Hindley pour la Bora qui est lancé. David Gaudu est bien sûr là. On a du Carapaz qui vient de remporter le Mercantour Classique. Du côté d'Ineos, Egan Bernal, semble-t-il. Normalement, c'était plus le Tour de Suisse, mais peut-être le Dauphiné. Non, il est au Dauphiné, mais avec pour l'instant. Martinez, on ne sait pas trop qui mais va c'est être juste, leader. est-ce qu'on le met vraiment parmi les leaders? Ça, je sais pas. Donc, Vingegaard, je l'ai donné. Enric Mas aussi, faut pas oublier Enric Mas. Donc, on a dedans aussi Adam Yates qui est là, évidemment. Et puis, je crois qu'on a fait Ciccone, voilà, on a fait un peu le tour des favoris. Oui. Bon, après, avec l'équipe de la Jumbo-Visma annoncée, avec Van Baarle, Laporte, Kruijswijk, Valter, voilà, c'est... Van Baarle. C'est une équipe quand même assez costaud, difficile de tenir la dragée haute sur cette semaine. Non, je sais pas ce que tu en penses, Jérémy. Si t'attends de moi un pari, ce sera Vingegaard, hein, ça c'est sûr. Oui. C'est sûr, d'autant qu'il a fait 2 l'an passé, donc il a certainement envie de la claquer cette fois. Une belle équipe avec lui, hein. Benoît, Kruijswijk, Laporte, Valter, Van Baarle, Van Hooydonk. Oui, c'est très complet. Hein. C'est très très complet. Après, moi, il y a une question que je voulais poser, James. Toi, tu dois avoir l'habitude de regarder le Dauphiné. Je trouve que ces dernières années, on dit souvent c'est la répétition du Tour de France et tout, mais entre Van Aert, par exemple, qui est parti en stage, entre Pogačar blessé, qui est aussi en stage, etc. On a quand même des coureurs, même Van Der Poel. Enfin bref, plein de coureurs qui sont pas là. En Suisse. Oui, donc voilà, donc il y a quand même pas mal de coureurs acteurs. Non, il devait aller en Suisse, il va plus en Suisse, il fait un programme particulier. Tour de Slovénie. Non. il fait une course aux Pays-Bas, et puis après il enchaîne sur 2-3. Je sais plus exactement le programme, mais il fait ni Dauphiné ni Suisse. Finalement. Bon, bref, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins vrai, à part le parcours qui des fois prend les mêmes routes, mais sinon j'ai l'impression que c'est moins une répétition. Je sais pas ce que tu en penses. Un peu, oui, on a un peu perdu cette réputation de c'est la dernière répétition. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est surtout de faire un excellent stage d'altitude le plus haut possible. Hein. Et ça, c'est voilà. Donc, si un jour on peut aller au Mont Everest, se préparer, ce sera encore mieux. Donc voilà, c'est ça qui est le plus important. S'il n'y a pas ça, c'est la panique à bord, hein, je vous rassure tout de suite. Le Dauphiné, c'est bien, c'est sympatoche pour voir où est-ce qu'on en est, mais quel manque de respect. Voilà quoi. Oui, j'ai pas entendu. Non, mais je dis quel manque de respect, c'est quand même la deuxième plus belle course par étape française. C'est sympatoche. Vous avez ça en Belgique, vous avez le Lotto Belgium Tour qui casse pas 3 pattes à un canard. Tu vas donner le son au Dauphiné. Ouais, mais on aura Remco normalement. Il y a l'homme providentiel. Et puis il y aura Van Aert pour faire 2 à chaque fois, non? Ouais, normalement. Il n'y a pas le Mont Everest en Belgique, en tout cas, ça c'est sûr. On va avoir du mal. Ils ont le mur de Grammont, ils pensent que c'est le Tourmalet. C'est super dur le mur de Grammont. Tu as déjà grimpé ou pas? Juste ton avis sur cette répétition. D'ailleurs, Philippe Ogana, il préfère la Belgique au Tour de France. Ouais, mais alors... au Tour de Wallonie fin juillet. Non, mais on va remettre les choses quand même au clair. Je suis absolument pas une groupie de Philippe Ogana. Hein. C'était vraiment que pour la blague. Alors maintenant, je suis affiché, mais par rapport à cette question, oui, c'est quand même une répétition. Maintenant, c'est vrai que par rapport au schéma traditionnel auquel on était habitué, soit Dauphiné, soit Tour de Suisse, avec quand même une prédominance du Dauphiné, maintenant, les choses sont remises en perspective. À partir du moment où Pogačar ne vient jamais, tu te dis qu'il y a d'autres solutions pour se préparer. Vingegaard était là l'an passé, quand même. Ouais. C'est lui qui a gagné le Tour, donc rappelons-le. Ça fait jamais de mal de rappeler les bases. Il était là avec Roglic, ils avaient fait 2 et 1 pour le coup. Donc ça reste quand même une course importante. Maintenant, c'est pas la seule option pour se préparer. Il faut respecter le choix de chacun. Et si certains se sentent plus à l'aise à domicile, comme c'est le cas de Pogačar ou de Van Der Poel, eh bien courez où vous voulez, messieurs. Après, à l'époque, à l'ancienne, je veux dire, il y avait les 10 favoris du Tour de France qui étaient là. Mais à l'ancienne, ils étaient là, ils se tapaient dessus. Si tu gagnes le Dauphiné, t'as de bonnes chances de gagner le Tour de France. Alors pas systématiquement. Ouais. Par contre, si t'es bien au Dauphiné, dans les 5 premiers, c'est bon signe parce que tu montes en puissance. Ouais. Celui qui gagne le Dauphiné, en général, regarde dans l'histoire. Ouais, c'est vrai que. À part les années Sky où là, ça écrasait tout. Mais Armstrong, il gagnait rarement le Dauphiné. Alors Armstrong, c'était pas la bonne. Contador a jamais gagné le Dauphiné. Oui, tu vois. Bon, voilà. Donc il y a Brajkovic a gagné le Dauphiné, il a pas gagné le Tour. Hein.
Pas encore. Enfin là, ça fait un peu tard. La vraie question, c'est la type qui dit encore ça dans le chat, c'est si dans la première étape, la porte de note se barre avec Vingegaard pour le triplé. C'est la seule question. Ouais. Bah, c'est possible. Tout est possible avec la Yumbo. Bon, allez, du coup, Vingegaard. Bah, Vingegaard, oui. Mais c'est nul de parier Vingegaard. Trouvons le deuxième. Non, mais moi. non, okay. Moi, je vous donne des raison. Quoi. Oui, un podium. Alors, vas-y, un mec pour le podium. Pour le podium, et Carapace. Il a l'air en forme, Carapace. Okay, très bien. James, alors, ton vainqueur et un mec qui fera podium. Adam Yates. Il va. Adam Yates de la Bora. Adam Yates pour le vainqueur. Oui, il va gagner. Ah bah, il va gagner aussi. Alors, Adam Yates dans le chat, on donne Landa aussi dans le chat, donc évidemment, il y a beaucoup de fans. Landa, il a une vraie fanbase. Moi, à qui je vais vous donner. Moi, j'aime bien donner des trucs. Moi, Kobe Gossens. Heinrich Mas. Heinrich Mas va gagner le Dauphiné. D'accord. Alors, les gars, vous l'avez entendu ici, c'est comme Filippo Ganna, c'est donné. Mettez tout sur Heinrich Mas, s'il va gagner le Dauphiné, vous allez voir. Ça aussi, on la coupera si jamais. Avec en plus un chrono, n'oublions pas. Donc... Fais-moi confiance, ça je vais le screenshotter. Non, mais un petit. Par contre. Combien de bornes il fait le chrono? Oui, je peux te le dire. Combien de bornes fait le chrono? Tac, il fait donc 31 km. Ouais, Carapace, ça va pas être facile. Carapace. Non, mais je mettrais bien Jane Lay sur le podium, je le vois bien aussi. Et pourquoi pas Godu? Bah oui, mais Godu, oui, mais parce qu'on est français. Vas-y, je change. Je préfère mettre Godu que Carapace parce que je sens que sur le chrono, ça va mal se passer pour Richard. Et moi, je mets Jane Day, du coup, sur le podium. 31 km de chrono, mon Dieu. On a tous changé d'avis au moins 10 fois. Non, Heinrich Mas qui gagne et Jane Lay qui fait 2 ou 3. D'accord. Et Vingegaard 2 ou 3 aussi. Voilà, je te le podium. Ah bah, il va y avoir du monde sur ton podium. Hein. faut prévenir l'organisation. On fait un podium avec 5-6 marches. Oui, bah. Ils vont l'écouter, ils vont le faire. Mettons fin à ce podcast. Oui, c'est vrai, c'est la fin de ce podcast. On s'est tenu jusqu'au pari. Les paris, c'est parti en vrille totale. Attends, désolé, je pense que je suis sur le net à bon. Filippo Ganna. Merci de nous avoir suivis, merci à tous. On vous laisse à vos occupations. On a été un petit peu long, je suis désolé, mais vous êtes en boucle sur le chat. Vous êtes en boucle. Oui, c'est vrai, c'est impressionnant, mais ça, on adore. Allez, salut à tous. Salut James. Et puis bon dimanche. On n'est pas dimanche tout de suite.